Mesdames et messieurs les présidents, représentant les associations cultuelles, merci pour votre présence. Pardon pour mon léger retard. Je ne vais dire que quelques mots en introduction, puisque j'ai déjà dit la dernière fois ce qu'était l'esprit de ces lundis républicains que nous organisons ensemble aujourd'hui. Je vais laisser à Jean-Yves Boulic le soin de présenter notre invité de ce soir, Malika Sorel, qui était déjà là la semaine dernière lorsque Luc Ferry avait introduit nos débats. Je le remercie de sa présence. Elle est accompagnée de M. Bébéard aujourd'hui. Il ne vient que visiblement dans les très grandes circonstances. Merci pour sa présence. Et M. Boulic, je vous laisse introduire tout de suite. Je reviendrai peut-être, moi, en deuxième semaine, au moment des questions, parce que vous avez, Malika Sorel, des thèses sur l'intégration, les erreurs que nous aurions faites sur l'intégration qui méritent probablement d'être discutées. Certaines questions viendront de la salle, vraisemblablement, et il se peut que j'y contribue. Voilà, je vous laisse tout de suite. Merci. Oui, j'imagine que tout le monde ne connaît pas Malika Sorel. Le Haut Conseil à l'intégration auquel elle appartient ne fait pas de ses membres en général des célébrités. Malika Sorel est née en France, à Marseille, mais elle a fait la quasi-totalité de ses études secondaires et supérieures en Algérie, et notamment à l'école polytechnique d'Alger. Elle avait, m'a-t-elle dit, des dispositions pour le chant, pour la danse, le rock en particulier, la valse aussi. Elle avait en tout cas des dispositions pour l'écriture. Mais voilà, quand on est première en mathématiques, en Algérie comme en France, on s'oriente rarement vers une carrière littéraire ou artistique. C'est peut-être dommage. Malika Sorel est donc devenue ingénieure, tout en décrochant un 3e cycle de gestion à Sciences Po Paris, major de promo, s'il vous plaît. En tant qu'ingénieure, elle a travaillé, entre autres, sur un logiciel pour équipement de sous-marins nucléaires français. Elle a fait du recrutement de cadres, donc, pour des PME du secteur de la défense et des télécoms. Tout ça ne conduit pas forcément à s'intéresser de très près au problème de l'insertion et de l'intégration, au point d'écrire un livre dense en 2007 intitulé « Le puzzle de l'intégration » et en sous-titre « Les pièces qui vous manquent ». C'est une coédition Fayard, 1001 nuits. Ce livre, écrit en quelques semaines, je crois, elle le portait en elle depuis longtemps. Et croyez-moi, ce n'est pas un ouvrage de plus sur l'intégration. Ce n'est pas un livre anodin, ni d'ailleurs un brûlot idéologique. Malika Sorel est assurément une passionnée, je dirais même une amoureuse de la France et de sa République. Mais elle ne fabrique pas une théorie à partir d'un système ou inversement. Elle a vu et entendu beaucoup de choses, elle a vécu et elle a réfléchi avec méthode et rigueur, comme il sied à une vraie scientifique. Ce qui n'exclut pas, d'ailleurs, la finesse de l'observation. À la question qui a été posée lundi dernier, l'avenir des principes républicains est-il menacé ? Sa réponse à elle est oui. Pour Malika, ce n'est rien de moins
que notre idéal de société qui est en jeu, c'est-à-dire la question de sa préservation ou de son abandon. Ces propos dérangent nos schémas habituels pour aborder ce problème difficile. Et c'est tant mieux. Après avoir surfé sur des crêtes historico-philosophiques lundi dernier avec Luc Ferry, Malika Sorel nous ouvre ce soir plutôt une sorte de boîte à outils. Une boîte à outils, c'est-à-dire celle d'une femme ingénieure de culture musulmane qui sait de quoi elle parle et qui ne mâche pas ses mots, vous allez le voir. Pour 30 minutes. Oui, vous m'arrêterez parce que... Voilà. Et puis si je termine avant, vos questions justement me donneront l'occasion d'aborder les points que je n'aurais pas traités lors de cet exposé. Je vous remercie beaucoup de cette introduction. La semaine dernière, nous avons eu bonsoir à tous déjà. Et la semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'écouter le professeur Luc Ferry. En règle générale, les professeurs sont toujours accompagnés après leur théorie par les chargés de travaux dirigés. Donc je remercie Monsieur le ministre de me permettre aujourd'hui de faire le chargé de TD de Monsieur Luc Ferry. Très modestement, parce que le sujet est extrêmement difficile. Il nous a présenté une brillante théorie. Le chargé de TD, son but, c'est d'accompagner les élèves ou les étudiants de la théorie vers la pratique, mais aussi très souvent de la pratique vers la théorie, pour mettre en évidence la force de la théorie, mais parfois aussi pour mettre en évidence les limites de la théorie. Luc Ferry nous a beaucoup parlé de la culture de la Grèce antique, pour nous expliquer d'où venait une partie de l'identité française. Il nous a fait voyager dans le temps, dans l'espace, avec Homère, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. En guise de travaux pratiques, moi j'ai choisi un prénom qui est un peu générique pour présenter le migrant ou le descendant de migrants. Donc ce n'est pas un voyage avec Homère, mais plutôt un voyage avec Omar que je vais vous présenter et vous raconter un peu son périple. Et le périple d'Omar va commencer à partir du moment où il va mettre le pied sur la terre de France ou la terre d'une autre société d'accueil qui présente des caractéristiques culturelles proches de celles de la société française. Et justement, il mettra le pied sur cette terre d'accueil qui porte dans son identité, puisque nous parlons aujourd'hui d'identité nationale française, une partie de son héritage, cette culture de la Grèce antique. Et bien d'autres choses. On a parfois des difficultés en France, pas dans d'autres pays, à parler de notre identité. C'est bien dommage parce que cela ne permet pas aux nouvel entrants de comprendre la complexité de la société française. Et c'est une société qui est riche et complexe. Et dans son identité, la France a bien sûr cet héritage grec en commun avec d'autres pays, mais là également, je vais employer un peu l'image de la rose des sables qui est sculptée par le vent. Là, nous avons une identité qui va être sculptée par le vent de l'histoire, et ça a son importance pour Omar, parce que Omar va arriver dans une société qui ne possède pas nécessairement des pages d'histoire en commun avec d'histoire culturelle en commun avec la terre d'accueil. Parce qu'à côté de cette culture de la Grèce antique dont nous parlait Luc Ferry, il faudrait rajouter ce qu'il a fait aussi, puisqu'il n'a pas parlé que de la culture de la Grèce. Il a écrit d'ailleurs un très bel article dans le document Qu'est-ce qu'être français, qui a été édité par l'Institut Montaigne. Et dans Qu'est-ce qu'être français, Luc Ferry dit, il a intitulé d'ailleurs son article par les enfants de Jésus et de Rousseau. Ça dit beaucoup de choses, et il a essayé d'ailleurs de l'expliciter un peu la semaine dernière. La différence, justement, pour Omar, quand il va arriver en France, c'est d'arriver, contrairement aux migrants qui étaient venus des autres pays de l'Europe, dans une société dont l'identité a été sculptée par cette culture grecque, par la culture romaine aussi, toute l'organisation. Nous avons beaucoup hérité de Rome, par l'histoire de la Renaissance, tout ce que ça a procuré aux sociétés européennes.
et puis également par la Révolution française. Et lorsqu'on veut parler de l'identité française et de parler du modèle d'intégration français, on pourrait peut-être écouter l'historien Max Gallo qui nous indique un peu le chemin à emprunter, puisque Max Gallo nous dit, lorsqu'on veut parler de la France, de l'identité de la France, il faut toujours revenir à la Révolution française, parce que la Révolution française est un creuset dans lequel nous retrouvons l'histoire de France depuis son origine. Et je trouve que c'est une sagesse infinie. Ça nous permet de réfléchir aux principes républicains, à toutes les valeurs et les principes qui ont été retenus au moment de la Révolution, pour comprendre à quel point certains principes dont nous parlons aujourd'hui, lorsque nous parlons du modèle français d'intégration, sont ancrés en profondeur. Et le fait qu'on ne retrouve dans ces principes pas seulement l'histoire de la Révolution française, mais on y retrouve l'âme de la France. Et ça a son importance. Lorsque on entend, c'était toutes ces dernières années, on entend un seul son de cloche, le modèle français d'intégration a échoué. Et on s'interroge rarement sur qu'est-ce que le modèle français d'intégration, sur quels principes, sur quelles valeurs repose-t-il. Si nous avions comparé avec les précédentes vagues d'immigration, nous aurions constaté que les migrants qui venaient des pays de l'Europe avaient en commun justement tous ces épisodes d'histoire culturelle que je viens de citer, la Grèce, Rome, la Renaissance, la Révolution française qui a essaimé. On peut même dire que les fondements de la Révolution, parce qu'elle s'était déjà produite en Angleterre avant même la France. Donc tout cela, c'est extrêmement important et ça aide le migrant qui vient d'Europe à naviguer dans la société française avec beaucoup moins de difficultés. Ce n'est pas le cas d'Omar. Omar va arriver et il a, de ce fait, un petit gap, une petite distance à franchir pour arriver, ne serait-ce qu'à la première marche de l'échelle, pour pouvoir grimper dans la société française, ou ne serait-ce que naviguer dans la société française. Et là, nous avons face à nous deux choix pour accompagner Omar. Ou nous choisissons de lui transmettre les éléments qui lui permettront de naviguer dans notre société, de manière à ne pas s'en trouver exclu, ou ne pas vivre des difficultés, que ce soit des difficultés psychologiques ou autres, ou des difficultés tout simplement d'insertion dans notre société, ou nous choisissons de descendre l'échelle de manière à la mettre à son niveau, au niveau de son pied, pour qu'il puisse gravir les premiers échelons. C'est ce que nous avons fait. La difficulté, quand je dis c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire nous avons laissé penser que les principes républicains seraient adaptés, seraient modifiés. Et on a sans cesse envoyé ce signal, un signal qui est tout à fait contradictoire pour le migrant, j'entends, et ses descendants, parce que lui, dans la vie quotidienne, les Français lui montrent, ne serait-ce que par leur comportement, qu'ils ne s'attendent absolument pas à un tel comportement de la société française. Et puis au niveau des médias, au niveau politique, on dit régulièrement que les principes vont être adaptés, et je donnerai des exemples plus tard, ou si j'oublie, à l'occasion de vos questions, j'en reparlerai pour donner des exemples précis. La difficulté, c'est que peut-être le politique va envoyer des signaux comme quoi les principes vont être adaptés, mais la communauté française n'a absolument pas donné ce signal, et la communauté française a ses principes fondamentaux chevillés à l'âme, parce qu'ils lui viennent du fond des âges. Ils représentent également une lutte. Les principes républicains, qui sont la synthèse de l'histoire de France, ne sont pas arrivés là par hasard, ils sont à chaque fois la conséquence de drames. La société française, pour ceux qui ont fait de l'histoire, connaissent parfaitement son parcours et savent que souvent ça a été des soubresauts malheureusement et des luttes, parfois sanglantes, qui ont abouti à certains idéaux. Donc la communauté française, dans le même temps, n'est pas prête à un certain nombre de compromis, tout simplement parce que ça reviendrait à se déstabiliser soi-même. Et là, j'appellerai un peu, je ferai appel à la sagesse du Mahatma Gandhi, qui dit « Tout compromis repose sur des concessions réciproques, mais il ne saurait y avoir de concessions sur des principes fondamentaux. » Et je pense que si nous avions écouté ces préceptes, ces enseignements du Mahatma Gandhi, nous aurions évité beaucoup de difficultés. Venons-en aux principes républicains, puisque les principes, comme je le dis depuis les débuts, symbolisent pour les Français la manière dont ils se perçoivent par rapport aux autres, par rapport au reste du monde. Et ces principes, lorsqu'on demande aux Français, et le Haut Conseil à l'intégration a publié un livre
il y a environ un an, je n'y étais pas, donc j'en fais la publicité, ne pensez pas que c'est pour moi-même, un magnifique livre sur les valeurs de la République. Et il a mis au premier les valeurs de la République, il a mis bien entendu la langue française en premier. Et ensuite, il a parlé des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Quelle définition donnons-nous à ces principes et est-ce que nous avons transmis aux migrants, et surtout maintenant, puisque la difficulté se pose pour l'intégration des descendants de migrants, des enfants qui sont nés sur le territoire français et qui n'ont connu souvent que la France et qui peinent à trouver leur marque dans notre société, avons-nous donné la réalité de ces principes et la clé de ces principes? La liberté. La liberté n'a pas la même signification dans toutes les sociétés. Dans la société française, les êtres sont libres. Ils sont dotés d'une capacité d'autodétermination, une capacité complète. Leur identité, la construction de l'identité n'est pas contrainte. Elle évolue, l'être se cherche, doute, se questionne. Ce n'est pas nécessairement ce que nous observons dans toutes les cultures et ça a son importance pour faire en sorte que les enfants issus d'autres cultures puissent devenir libres et s'arracher à leur communauté pour pouvoir s'intégrer dans la communauté nationale française. Luc Ferry a beaucoup parlé de cet arrachement la semaine dernière. Dans notre droit, dans la Déclaration des droits de l'homme, nos ancêtres ont stipulé que tout ce qui n'est pas défendu, je ne sais plus le répéter exactement, mais tout ce qui n'est pas défendu par la loi, ne peut être défendu. Et tout ce qui... il y a la deuxième partie extrêmement importante, c'est le fait qu'on ne saurait interdire tout ce que la loi elle-même n'interdit pas. Et si l'on cherche à appliquer, ne serait-ce que cette définition de la liberté, aux quartiers qui éprouvent des difficultés, aux enfants de l'immigration qui n'arrivent pas à s'intégrer, on trouve déjà là beaucoup d'explications. L'égalité, vaste chantier. L'égalité, Luc Ferry nous a parlé de cette égalité chèrement conquise par les Français qui aboutit à l'abolition des hiérarchies. Cette égalité stipule que nous sommes tous égaux devant la loi, mais également que nous ne pouvons tenir compte des origines ethniques, raciales ou autres pour quelques postes, quel que ce soit, ou quelques formations. Respectons-nous nous-mêmes ces définitions? J'en doute fort. Je dirais même le contraire. Mais nous avons voulu bien faire. L'égalité homme-femme, puisque c'est une notion qui pose énormément de difficultés, et je dirais même que c'est le concept qui empêche l'intégration de s'accomplir, et même l'insertion, car je fais une distinction entre l'insertion dans la société française et l'intégration dans la communauté nationale française. Ce n'est strictement pas la même chose et j'y reviendrai. L'égalité homme-femme. Emmanuel Todd a écrit un livre, Le destin des immigrés, et dans son livre, en tant qu'anthropologue, il nous explique que le statut des femmes a ceci d'essentiel que les peuples ne sont pas prêts à transiger sur ce point. Ça nous donne un peu la difficulté de l'insertion et de l'intégration auquel Omar va être confronté s'il n'est pas éduqué avec ces mêmes définitions. L'égalité, la liberté et la fraternité. La fraternité, quelle définition lui donner? Est-ce qu'au travers le monde entier, tout le monde considère que l'être humain est un frère dans la mesure où il est être humain? J'en doute. J'en doute. Dans beaucoup de cultures, la fraternité, c'est quelque chose qui est limité aux personnes qui sont issues de la même culture. Et à ce propos, je voudrais dire que justement, ce terme de fraternité est extrêmement important et qu'il nous faut travailler dessus, il nous faut le développer. Et ce n'est certainement pas en répétant matin, midi et soir, comme nous le faisons depuis si longtemps, aux populations issues de l'immigration, que la France, qui les a pourtant accueillis, qui fait pour eux bien plus que ce que leur pays d'origine n'a jamais fait pour eux et ne fera d'ailleurs jamais. Ce n'est pas en leur répétant que la société française les hait, qu'elle les rejette, qu'elle ne leur donnera pas leur chance, qu'on va cultiver ce sentiment de fraternité. Nous faisons le contraire et notre société récolte aujourd'hui les fruits de cette erreur. Parce que les populations issues d'immigration, surtout les enfants issus de l'immigration, se retrouvent souvent, aujourd'hui, dans certains quartiers, avec une haine au cœur, parce qu'ils ont grandi avec maintenant la certitude que la France les détestait. Ce qui est totalement absurde,
il eût fallu leur raconter en parallèle l'histoire de leurs ancêtres, leur dire pourquoi ils avaient quitté leur pays, leur dire ce que la France leur avait offert. Et là, je trouve que l'État a un devoir de communication. Quand je dis l'État, c'est qu'il soit incarné par la gauche ou par la droite. L'État n'a pas assez dit ce qu'il faisait pour l'intégration. Et l'État fait énormément pour l'intégration. Il suffirait de donner les chiffres qui sont pourtant connus, puisque certains chercheurs les publient, sur les dizaines de milliards qui sont consentis chaque année pour ce sujet, pour permettre aux enfants de l'immigration de construire quelque chose qui est extrêmement important, pour leur permettre de s'intégrer, ne serait-ce que de s'insérer déjà dans notre société, ce que j'appelle le socle de reconnaissance. Et c'est une des différences avec les précédentes vagues d'immigration. Lorsque les parents venaient d'Europe, ils racontaient à leurs enfants la réalité de leurs souffrances et de leur histoire, ce qui les avait conduits à partir, à quitter leur terre natale. Et ils les aidaient à construire ce socle de reconnaissance vis-à-vis de la France. Nous n'avons pas construit ça, nous avons construit l'inverse, en répétant que la France ne faisait rien. Et ce socle de reconnaissance, c'est une responsabilité citoyenne, individuelle et collective, il faut aider à le construire de manière à ce que ces enfants apprennent, ne serait-ce qu'à développer certains sentiments vis-à-vis de la France, en tout cas certainement pas des sentiments de haine. La laïcité. On en parle depuis des décennies. Sur ce sujet-là, on s'aperçoit qu'il y a un abîme entre les systèmes culturels. Je ne souhaite pas là hiérarchiser entre les systèmes culturels. Ce n'est pas le propos. Je souhaite simplement attirer l'attention sur le fait que dans une société, on doit respecter les codes, les principes jugés comme fondamentaux par le peuple de cette société. Et ici, nous sommes en France. La laïcité a une histoire qui remonte à très loin. Il y a eu beaucoup de sang versé avant que nous n'arrivions à ce principe de la laïcité, qui fait que nous considérons un citoyen un croyant, que nous considérons que c'est l'État qui est détenteur du monopole de la défense de l'intérêt général et certainement pas le religieux, que l'État est au-dessus de tous et que les lois s'appliquent à tous et que les lois ne vont pas chercher leur source dans le religieux. Et c'est vrai que pour la société française en particulier, on a considéré que nous entrions dans la modernité politique à partir du moment où nous avons séparé le religieux du politique. Donc voilà les difficultés auxquelles est confronté Omar ou ses descendants maintenant dans la société d'accueil. Et quelque part, pour enlever un peu du poids de cette idéologie de la repentance qui pèse si lourd sur les épaules du peuple français, je voudrais dire que tous les pays, sans exception, de culture d'origine européenne, qui ont accueilli de flux migratoires importants, originaires des mêmes contrées, connaissent les mêmes difficultés. Et je pense que si nous avions dit ça aux Français, ça aurait permis de laisser moins d'emprise sur l'idéologie de la repentance, qui est un véritable poison. Elle est contre-productive, elle est injuste, et elle a pour caractéristique de dresser les populations de l'immigration contre les Français de souche européenne et les Français de souche européenne contre les populations issues de l'immigration. Donc c'est contre-productif, c'est dangereux et nous en vivons désormais les conséquences. Dans le modèle d'intégration à la française, il y a un lieu qui a toujours été très important pour permettre aux enfants issus de cultures différentes ou même de cultures européennes mais qui arrivaient d'autres pays de s'insérer, donc d'acquérir les codes comportementaux de la société d'accueil, l'école. Et là aussi, nous avons souvent traité des symptômes et non pas des causes. Je voudrais de nouveau citer l'Institut Montaigne qui vient de publier un travail sur l'école en mettant en évidence le fait qu'il faut absolument travailler sur l'école primaire et que les inégalités se jouent très tôt et donc doivent se traiter au plus tôt. Je dirais pour ma part qu'il faut même commencer plus tôt, c'est à l'école maternelle que tout se joue. Parce que plus l'enfant est petit, plus il est réceptif et plus on pourra semer en lui des graines de l'ouverture à d'autres possibles. C'est essentiel. Sur l'école,
nous avons considéré que l'école était coupable, que les enseignants assumaient l'entière responsabilité de l'échec de l'intégration. Et ça a été une erreur, pour une raison très simple. L'enfant n'arrive pas comme une page blanche en classe. L'enfant arrive éduqué, arrive avec des références familiales, références culturelles qui ont été transmises au sein de sa famille. Et c'est là que les difficultés commencent. Des travaux existent pourtant sur le sujet, d'innombrables travaux. Je citerai celui qu'ont conduit un certain nombre de sociologues, dont Nicole Mosconi, qui avait déjà repéré il y a quelques années que les difficultés de l'échec scolaire, il fallait en trouver les raisons. Une partie des raisons, dans la chose suivante, c'est le fait que l'enfant issu de l'immigration échoué à l'école parce que l'enfant qu'il est à la maison va s'opposer à l'élève qui doit être en classe. C'est une difficulté, c'est un obstacle. Il faut en tenir compte. Et quand je dis il faut en tenir compte, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'école est face à un problème nouveau et qu'il convient de réfléchir différemment. Il y a des solutions, bien entendu, mais c'était très important de ne pas déstabiliser le corps enseignant en prenant rapidement conscience du fait que nous étions face à des phénomènes nouveaux et qu'il fallait peut-être les traiter, apporter une certaine attention à certains éléments et surtout renforcer certains autres éléments. Et qu'avons-nous fait ? Au moment où il devenait impératif de cultiver une culture commune et de transmettre à ses enfants le contenu des principes républicains, le contenu de notre pacte républicain, de notre idéal républicain, une partie de l'identité française, de manière à ce qu'ils puissent un jour se fondre dans cette communauté-là, nous avons érigé en dogme le culte des différences. Auparavant, les enfants arrivaient en classe et on leur transmettait la culture. Ils prenaient en marche l'histoire de France. Ils rentraient dans un train qui continuait à avancer avec eux. Et nous avons fait le contraire avec eux, alors qu'ils arrivaient avec des obstacles assez conséquents à surmonter. Nous les avons sans cesse renvoyés à leurs origines. Dans les classes, pendant de très nombreuses années, les enseignants pensaient bien faire, et de toute façon, on leur demandait de faire ainsi. On met des cartes. Toi, tu viens d'où ? Toi, tu viens d'où ? Et comment on fait chez toi, etc. C'est-à-dire que l'enfant sort de sa famille et on le renferme à nouveau dans sa culture, dans ses codes. Et bien entendu, les enfants ont ramené à l'école tous les éléments de leur culture familiale et il n'était plus question de construire une culture commune, de transmettre aussi l'identité de la France. C'était tout simplement plus possible. Donc là, dans la question de l'école, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de choses à réaliser dans l'école. Le fait de comprendre qu'il y a également une discussion à mener avec les parents de l'immigration, même ceux qui ont vécu en France et qui ne sont pas mélangés parce que le taux de présence en termes de culture sur certains territoires fait qu'on ne vit pas en France. On continue à vivre dans sa culture d'origine. Donc c'est encore plus important qu'il y ait des discussions avec ces parents pour leur expliquer ce que la société française va attendre de leurs enfants. Si l'on vit avec les références du pays d'origine, on n'aboutira pas du tout aux mêmes exigences que pour les enfants de souche européenne. Et là, c'est une difficulté. Je vais donner un exemple précis. Là aussi, il existe des études sur l'attention que l'on porte à un enfant, sur le budget que l'on consacre à son éducation. Il y a une différence phénoménale entre ce que des parents de souche européenne vont consacrer à leurs enfants en termes d'attention, en termes de moyens financiers, et ces enfants issus de l'immigration. Et on ne peut pas demander, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu, on ne peut pas demander à des enseignants de venir ensuite combler toutes ces difficultés, d'autant que notre société est exigeante. Nous souhaitons, parce que c'est le salut de la France y réside, nous orienter vers une société de savoir et de l'innovation, des savoirs et de l'innovation. Ces parents ne sont pas non plus à même de transmettre un certain nombre d'éléments à leurs enfants, lorsque je parle d'éléments, par exemple l'aide aux devoirs, la structuration. Lorsque j'entends par exemple que la difficulté des enfants viendrait du passage à la semaine des 4 jours, moi je ne traduis pas ça de la même manière. Je sais que dans certaines familles, l'enfant vit en permanence avec les adultes. Il ne dort pas comme devrait dormir un enfant.
Ils ne disposent pas du silence auquel un enfant a droit pour apprendre à se concentrer. Ce sont des familles nombreuses. Il n'a pas d'espace pour faire ses devoirs. Et on demande ensuite à l'enseignant de combler tous ces manques. C'est tout simplement impossible. Et je pense que pour réduire ce gap qui existe entre les différentes familles et qui va se répercuter sur les enfants, nous avons une obligation de transmettre le sens. Quel sens accordons-nous à certains principes ? Que demandons-nous aux personnes issues de l'immigration pour réussir dans notre société ? Un autre exemple, nous avons sans cesse dit aux populations issues de l'immigration qu'en France existait un ascenseur social. N'importe quel Français qui a vécu en France depuis quelques générations, donc il y a dans sa mémoire la mémoire des peuples dont parle l'historien Pierre Nora, sait parfaitement que nul ascenseur existe en France et que la réussite, c'est un très long parcours semé d'embûches, qu'il faut beaucoup de détermination, de courage, qu'il faut un engagement des parents. Et voilà que l'on a raconté pendant des décennies à des populations, et elles en sont désormais convaincues qu'il suffit que l'enfant aille à l'école, que son esprit y soit présent ou pas d'ailleurs, et la réussite doit être au bout du chemin. Et lorsque la réussite n'est pas au bout du chemin, alors bien sûr, il y a beaucoup de frustration, on ne comprend pas. Et il y a un phénomène qui se greffe désormais sur toute cette question, qui est un phénomène très difficile à résoudre, mais qu'il va falloir résoudre, c'est le fait qu'il y a moyen désormais de réussir, si on estime que réussir c'est devenir riche, par l'économie parallèle. Et dans les quartiers, c'est devenu un problème extraordinairement préoccupant, parce qu'il est devenu impossible d'intéresser les élèves au contenu des savoirs que l'enseignant essaie péniblement de leur transmettre, parce qu'il faut comprendre que plus de 50% dans certaines classes est consacré à des problèmes de discipline, les enfants n'étant pas assez disciplinés, et là on rejoint la responsabilité des parents. Donc là aussi, il faudrait expliquer aux parents ce qu'on attend d'un élève lorsqu'il arrive en classe. Donc ça aussi sont des difficultés. C'est vrai que nous avons engagé une lutte sans merci contre l'économie parallèle. Il faudra la mener au debout, c'est-à-dire que s'il y a des vendeurs, il y a des consommateurs. Donc les consommateurs se trouvent en général dans les quartiers riches. Il faudra aussi travailler ce bout-là. Donc voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je ne sais pas combien de temps... Très bien. Voilà les difficultés où nous sommes confrontés, c'est-à-dire que jusqu'à présent, nous avons essayé de traiter les symptômes. Et dans les symptômes, nous regardons des photos et nous nous disons « Ah, mais il n'y a pas assez de personnes issues de l'immigration sur telle photo, à tel niveau hiérarchique. » Et on ne se pose pas la question du pourquoi, du comment. Bien sûr, en général, on va à l'explication la plus simple. On dit que c'est la société française, une société raciste. Effectivement, c'est très raciste d'avoir reçu autant de dizaines de millions de personnes, depuis, incluant les Italiens, les Russes, etc. Donc ça modifie le regard que les populations de l'immigration ont de la France. Je tiens à insister sur ce point, parce que lorsque les personnes traversent la Méditerranée ou viennent de Chine, parce qu'il y a également l'immigration qui nous vient d'Asie, elles viennent avec une image très positive de la France. Et c'est l'image que les personnes de l'immigration vont leur transmettre. On va leur dire, voilà, en Europe, au Canada, nous avons un espoir de monter dans la hiérarchie, ne serait-ce que de vivre un peu mieux, cet espoir que nos propres dirigeants ne nous ont pas donné. Et voilà que lorsqu'elles vivent ici, tout se transforme. Donc j'estime que notre société a aussi un travail à mener sur cette question, et que la première des choses pour aller vers la voie de la réconciliation, parce que c'est de cela dont il s'agit, pour que nous puissions construire un vivre ensemble, c'est d'abandonner la culpabilité, la repentance, de réfléchir de manière sérieuse sur tous les obstacles qui se dressent sur le chemin d'intégration des enfants, afin de les lever. Il n'est pas question là de stigmatiser les familles issues de l'immigration, simplement c'est une obligation vis-à-vis d'eux, et en premier lieu vis-à-vis de la société française, de leur transmettre la réalité du contrat moral et social qui unit les Français entre eux. Et ce contrat, ils doivent y participer, en tout cas ne serait-ce que pour l'insertion. Je voudrais terminer par une question qui est extrêmement difficile, mais qui est très importante.
c'est de se poser tous la question de ce que nous attendons des populations de l'immigration. Parce qu'elles ne savent pas elles-mêmes ce qu'on attend d'elles. Est-ce que nous attendons d'elles qu'elles s'insèrent dans la société française, qu'elles y vivent paisiblement, qu'elles cohabitent avec les autres habitants de la société française, ce que moi j'appelle l'insertion, ou est-ce que nous attendons qu'elles s'intègrent dans la communauté nationale française, c'est-à-dire qu'elles deviennent françaises? Et autant l'insertion est une obligation, de même que les Français qui s'expatrient sont obligés de respecter les normes collectives qui découlent des cultures des pays où ils s'expatrient, le migrant et ses descendants sont obligés de respecter les normes collectives françaises qui ne sont en réalité que la traduction de l'identité française. Et c'est pour ça que ces normes collectives vont varier d'une société à l'autre. Et le Premier ministre turc, Recep Erdogan, a dit récemment qu'il n'était pas question de demander aux Turcs de s'intégrer dans les pays européens et qui considérait que c'est un crime, c'est une violation de leur identité. Et je le rejoins tout à fait. Et c'est ce que je dis dans mon livre. On ne peut pas obliger des personnes à s'intégrer, c'est-à-dire à changer d'identité. On épouse une identité par volonté, par adhésion, par amour. Parce qu'à un moment donné, on a envie, on ressent le besoin de s'inscrire dans l'arbre généalogique du peuple d'accueil. Et cette intégration se joue entièrement sur le registre moral et affectif. Et c'est pour ça que Recep Erdogan dit on ne peut pas l'imposer. Et effectivement, c'est un problème extrêmement délicat à résoudre, mais qui est pourtant quelque part qui est assez simple. Parce que si on regarde tous les pays sources de l'immigration, jamais elle n'aurait adopté le schéma en tout cas que nous avons en France, c'est-à-dire obliger des individus à se sentir français. C'est quelque chose pour moi qu'on devra discuter parce qu'on ne peut pas obliger, pour une raison supplémentaire aussi. Lorsqu'on calque une identité sur un individu et qu'il n'y est pas prêt, ça déclenche en lui des tensions extrêmement fortes. Parce qu'il y a tout un parcours psychologique, moral que l'on doit accomplir seul. C'est une volonté, c'est un choix délibéré que l'on fait. Ce n'est pas un choix qui est facile. C'est un choix où il y a parfois de la souffrance, de la douleur. Personne ne peut la porter à la place de l'individu. Et c'est en acceptant ces souffrances, en acceptant de les dépasser, que l'on réussira à changer d'arbre généalogique, parce que c'est exactement ce qui se produit lorsqu'on en vient à vouloir accepter le leg indivis, dont Ernest Renan parle beaucoup lorsqu'il parle de nation. Et si j'avais peut-être un dernier élément à rajouter, et là ça serait plus pour Monsieur le ministre, ça s'adresse plus aux politiques, c'est une parole d'Auguste Comte qui dit que dans toute chose, il faut savoir pour prévoir afin de pouvoir.